Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui dans le 31e épisode du podcast Culture Nutrition et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Luc-Olivier Pierret qui est le cofondateur de Ramdam Social. Luc-Olivier, tu fais de plus en plus de bruit, mais pas n'importe lequel, un bruit qui fait résonner la solidarité et c'est avec Ramdam Social, une structure toute jeune qui a déjà pris ses quartiers dans la grande distribution avec 3 produits pour le moment et sur un modèle très original. Si tu devais le présenter en une phrase, tu dirais quoi? Bonjour Grégory, Ramdam Social, c'est le bruit de la nouvelle solidarité. Ce sont des très bons produits, gourmands, locaux, et pour chaque produit acheté, un repas va être cofinancé pour quelqu'un dans le besoin. Et donc quand tu parles de personnes dans le besoin, ça veut dire que vous avez noué des partenariats, des collaborations avec des associations, c'est ça? C'est ça exactement. En fait, on est parti en créant le projet de 2 chiffres. Le premier, c'est qu'une personne sur 3 en France n'arrive pas à faire 3 repas par jour. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont sauter des repas pour permettre à leurs enfants de prendre des petits déj, par exemple. Et en même temps, tu as 67% des Français qui disent vouloir lutter contre les formes de précarité, mais pas trouver la bonne solution. Et du coup, en créant ce projet, on s'est dit que nous, on était des experts de la consommation et qu'on allait aller voir les associations en disant quels sont vos besoins. Et en fait, elles nous ont expliqué qu'elles avaient besoin de fruits et légumes, qu'elles avaient besoin de collations. Et quand on a vu ces associations, on a noué ce partenariat donc avec le SEMU Social de Paris, les banques alimentaires ou encore le Secours Populaire. Et elles nous ont dit on a besoin de ça, ça, ça et ça. Et nous, on les a intégrés dans notre mission. Et chaque paquet acheté va cofinancer un repas pour une association pour lutter contre la précarité. Donc ça veut dire que vous avez aujourd'hui associé chacun de vos 3 produits à une association. C'est ça, exactement. On a essayé de faire quelque chose qui soit simple, transparent, clair. Et du coup, une catégorie de produits, donc par exemple nos chips vont être avec le SEM social, les cookies avec les banques alimentaires ou encore les sablés avec le Secours Populaire. Et le principe du coup de reversement, c'est un pourcentage sur les ventes, c'est quelque chose de fixe, comment ça marche? Alors c'est un pourcentage, ça correspond à peu près à 7 à 10% du chiffre d'affaires. Pourquoi 7 à 10? Parce que on est parti donc du besoin des associations et elles nous ont dit très concrètement ce qu'elles avaient besoin. Donc par exemple avec les chips, on va payer l'intégralité d'une collation pour une femme en situation de précarité avec le SAMU social ou encore avec les sablés, on travaille avec le Secours Populaire et on va payer 120 grammes de fruits et légumes parce que les personnes en situation de précarité sont touchées par un manque de nourriture, mais aussi de la malnutrition. Et le Secours Populaire nous a dit avoir besoin de fruits et légumes. Donc on finance pour chaque paquet une portion et demie de fruits et légumes. Ah oui, donc vraiment un produit acheté correspond à un don, Exactement. matériel en face. Un don très concret. Et on l'explique énormément sur nos packaging, on l'explique énormément sur notre site parce que on a vu que les consommateurs souhaitent mieux comprendre comment est-ce qu'ils vont aider, comment est-ce qu'ils peuvent avoir une aide très concrète, tout simplement en faisant leurs courses. Du coup, on le met énormément en avant et c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé. Les consommateurs nous disent en fait, je suis content parce que je sais exactement ce que je fais, c'est transparent, c'est simple et il n'y a pas ce côté un peu flou, un peu vague de se dire ah mais est-ce que je paye pour des frais de structure, est-ce que je paye pour des bureaux ou est-ce que je vais vraiment aider quelqu'un en faisant mon acte solidaire? Ouais, ça rend l'acte très concret. Tout à fait. Et alors du coup, c'est très généreux et tant mieux, c'est tout à votre honneur. 7 à 14 du chiffre d'affaires, c'est même pas du 7 à résultat ou de la 10. rentabilité. 7 à 7 à 10. 10, pardon, 7 à 10. Exactement. J'en rajoute une couche. Et du coup, votre business model, il arrive à absorber, cette dépense-là? Tout à fait. Parce qu'on a travaillé avec Julie, mon associé, dès le début à créer un modèle d'entreprise qui sera pérenne et qui peut fonctionner et du coup se développer dans son impact. Donc on a en fait enlevé de notre business model des frais qui nous semblaient pas adéquats avec notre mission. Et un des frais principaux qu'on a enlevé, c'est tout simplement l'innovation. On lance des très bons produits que tout le monde connaît entre guillemets. Et pendant des décennies, ça a été plutôt vu d'un mauvais œil en disant oui, mais il faut toujours innover, il faut toujours créer le nouveau produit. Nous, on pense qu'au contraire, il faut surtout pas aller innover. En fait, les gens, ils veulent des très bons produits qu'ils ont l'habitude de consommer. Il faut qu'ils soient sains, locaux, pas plus chers, voire moins chers que les concurrents. Mais on n'a pas la vocation à créer la nouvelle chips avec du yuzu, des algues et des morceaux de chocolat. On fait des très bonnes chips de pommes de terre, faites à Guérande avec des produits à moins de 100 km de l'usine, et les gens, ils se régalent avec ça. C'est pour ça qu'on a réussi en fait à tenir un modèle économique viable parce que en moyenne, une nouvelle marque qui va se lancer va dépenser environ 10% de son chiffre d'affaires à créer des nouveaux produits.
à créer des nouvelles saveurs, à essayer des choses qui vont marcher au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire ne pas marcher. En fait, nous, on a tout simplement enlevé ces frais-là qu'on a donnés aux associations pour les dons. Ouais, c'est hyper intéressant comme démarche parce que ça va complètement à revers de l'innovation dans le secteur alimentaire qui cherche en effet toujours à surenchérir sur les parfums, les formats, les promesses, etc. Donc l'idée de faire un retour en arrière et de se dire nous, on va concentrer notre valeur sur ce qu'on va donner, c'est hyper intéressant. Exactement. Et en plus, lorsque j'étais chez Too Good To Go, j'ai pu le voir, c'est aussi cette recherche de toujours plus d'innovation qui va créer de l'inflation, qui va créer du gaspillage alimentaire, parce qu'en fait, on est obligé de produire un certain nombre, en très grand nombre même parfois, et on va devoir jeter parce que l'innovation n'a pas fonctionné, parce que le marché trouve ça trop cher ou que ce n'est pas assez bon. Donc tout simplement, c'est créer en fait des impacts négatifs pour simplement toujours essayer d'innover. Je pense qu'au contraire, l'innovation, elle peut être ailleurs, et nous, l'innovation, on l'a mis dans notre modèle social, et c'est là en fait où, en quelques mois, on a déjà réussi à cofinancer 40 000 repas, parce que les gens disent, mais bien sûr, je mange un très bon produit qui est moins cher que le concurrent, très gourmand, et en plus, je fais une bonne action. Ouais, hyper intéressant et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez, enfin, vous n'adoptez pas la même stratégie que beaucoup de startups qui se lancent dans le food ou même dans d'autres secteurs, qui vont essayer d'avoir le produit le meilleur du monde sur tous les critères. Le meilleur sur le goût, le meilleur sur le packaging, le meilleur sur l'impact, le meilleur et du coup, ils se retrouvent avec un produit qui est déconnecté du marché parce qu'ils ont tellement de critères à satisfaire que ça coûte cher et que finalement le produit ne rencontre pas son consommateur. Tout à fait, on a beaucoup travaillé le prix dès le début, on sait très bien que si on veut faire un maximum de dons pour nos associations, on doit avoir un prix qui permette au plus grand nombre possible de pouvoir acheter ce produit. Du coup, c'est aller sur le choix des produits, mais aussi sur le prix. Et on arrive à avoir des prix qui sont, avec de la matière première locale et de la production locale, inférieurs à nos concurrents. Typiquement, on va avoir un paquet de chips à 2,29 €. Donc, quand tu regardes le rayon, bien sûr qu'il y a des prix qui sont inférieurs parce que production à l'étranger, entre autres, mais aussi on a des prix qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Donc on a réussi à trouver un très bon produit avec une innovation sociale tout en étant complètement aligné sur les tarifs. Mmh et c'est ce qui a aussi drivé le choix des produits que vous avez fait, qui est vraiment, je crois le fond de placard, des Français, chips, cookies, biscuits apéritifs. C'est comme ça que vous avez sélectionné les références? C'est ça. En France, on va dire que on appelle ça le panier moyen du français. C'est ce que tout le monde va acheter plus ou moins. Tu as une quarantaine de références de produits. Nous, en fait, on a pris ces produits et on s'est dit, OK, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on peut trouver qui soit aligné avec notre recherche de bon et notre recherche de prix? On a réussi à en trouver. Pour être très sincère avec toi et sans aucun teasing, on en a 8 autres qui sont validés et qui vont être lancés sur la fin d'année. Donc on continue de se développer. On a un potentiel d'une quarantaine de produits pour vraiment toucher toutes les références quotidiennes que les consommateurs peuvent chercher en rayon. Par contre, très sincèrement, on n'ira jamais sur un cookie avec du chocolat blanc, de la fraise, de la framboise à l'intérieur parce que c'est pas notre cœur de métier et on casserait notre modèle économique. On sera obligé de faire des compromis sur le don, ce qu'on ne veut pas faire et on est une entreprise à mission, on ne veut pas et on ne doit pas le faire. Et je crois qu'en plus, le fait d'avoir choisi des blockbusters en termes de vente, le cookie au chocolat et cetera, ça vous aide aussi à tirer vos coûts de production parce que vous êtes allés voir des fabricants qui font ça super bien. Exactement. En fait, on a des super PME françaises qui font des excellents produits, qui savent les faire, qui font d'autres produits et du coup, ils sourcent la matière première en gros. Donc, ça permet à la fois de faire des économies d'échelle et du coup, tirer notre prix vers le bas et en même temps, réussir à sourcer de manière plus responsable parce que forcément, quand tu commandes de la matière première de manière régulière, bah, tu peux faire attention à ton prix, mais aussi à la manière dont tu transportes, comment est-ce que tu sources, qui sont tes agriculteurs avec lesquels tu travailles et est-ce que tu peux leur donner un bon tarif. Donc ça permet vraiment une économie circulaire qui est plus responsable, mais qui est aussi très pertinente en termes de modèle économique et en termes de qualité de produit. En termes de justement de responsabilité, de durabilité, est-ce que vous êtes allé sur des sujets de produits bio, pas bio? Enfin, vous avez eu cette réflexion-là? On a cherché en équilibrant toujours le goût, le prix et la qualité du produit. Et on a réussi à trouver, parce qu'en fait, en France, tu as des super PME qui font des excellents produits avec des très bons process de fabrication. Donc, par exemple, on a des biscuits salés qui sont bio, qui sont locaux et qui sont extrêmement gourmands. On a des cookies qui sont faits sans aucun additif, ce qui est une des premières références de cookies sur le marché qui arrive à être sans additif. Et pourtant, on reste dans les codes du marché en termes de goût, parce que
Les additifs, en fait, ça a été utilisé pendant des années pour rajouter du moelleux, rajouter du goût, cacher d'autres goûts. Et en fait, on se rend compte que quand on fait des efforts, on peut trouver des manières de très bien produire tout en ayant ce côté un peu gourmand, un peu sympa. On reste sur des produits plaisir et évidemment, on continue à mettre en avant ce côté gourmandise. Mmh. Cette, phase de sourcing des PME, partenaires, elle est évidemment très importante. Comment vous fonctionnez? Comment vous les avez sélectionnés? Comment vous les suivez? On a commencé il y a 1 an l'entreprise. Avec Julien, on a passé 6 mois vraiment à ne faire que du sourcing d'entreprise. On est allé voir la CCI, on est allé voir les différentes entreprises qu'on connaissait, on est allé poser des questions un peu partout en disant on cherche un très bon producteur de chips, on cherche un très bon producteur de cookies, etc. etc. On a sourcé plus d'une centaine d'entreprises sur une vingtaine de produits. C'est ça que je te disais. On a déjà d'autres produits qui sont prêts, d'autres produits qui vont sortir sur la fin d'année et on est allé à la rencontre de ces producteurs. Ces producteurs, ils ont très envie de se développer. En fait, ils ont des très bons produits qui vont vendre dans des circuits spécialisés type des réseaux d'épicerie fine et ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin de rentabiliser leur outil de production et donc de faire plus de volume. Et nous, on leur a dit, mais en fait, vous faites des super produits. Nous, on les prend avec notre packaging, on les distribuera en grande distribution et évidemment, on n'ira jamais sur de l'épicerie fine pour pas se mettre en concurrence avec vous. Et en fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que eux peuvent tirer les coûts vers le bas et continuer à avoir leur activité d'épicerie fine. Et nous, on a des produits géniaux qui ont un prix très responsable. Souvent, quand tu te lances, bah, tu vas être sur des petits runs de production, donc tu vas faire 1000 produits, 2000 produits, et ça te coûte extrêmement cher. Du coup, c'est pas viable à long terme. L'avantage, c'est que là, on part directement avec des runs de production beaucoup plus importants, et ça nous permet aussi d'aller voir la grande distribution en leur disant, bah, nous, aujourd'hui, on est capable de vous fournir sur 5000, 6000, 8000 magasins, et forcément, c'est beaucoup plus simple pour se lancer parce que eux sont intéressés à avoir beaucoup d'impact rapidement. D'accord. Et alors du coup, je me fais l'avocat du diable, 2 minutes, puis je prends ma casquette de nutritionniste. Le choix des produits, il peut être critiquable d'un point de vue, nutritionnel, hein. On est sur des produits plutôt plaisir, gourmands comme on dit. Du coup, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, on est très clair sur le fait qu'on a choisi d'abord des produits plaisir pour une raison très simple, c'est que ce sont des produits qui n'ont aucune fidélité à la marque. Ça veut dire que des consommateurs ne vont pas tester leur sauce pour les pâtes parce qu'ils ont l'habitude de la sauce pour les pâtes qu'ils utilisent, mais ils vont tester beaucoup plus simplement un paquet de chips, un paquet de cookies, un paquet de biscuits salés. Nous, ça nous permet de faire tester nos produits, de montrer qu'on sait bien les produire, que c'est très bon, que c'est moins cher. Et à l'arrière du packaging, il y a toute l'explication du concept social. Donc, ça permet de montrer aux consommateurs que oui, on est une marque sérieuse, engagée et qui fait des très bons produits. Pour autant, on sort tout de suite du snacking parce que parmi les 8 produits qui vont sortir en fin d'année, tu vas avoir à la fois des produits alimentaires donc qui ne seront pas des produits snacking. Typiquement, on va avoir des produits qui sont bio, locaux, avec des très bons Nutri-Score A ou B. Et on va aussi sortir de l'alimentaire. On va aller sur des produits d'hygiène et de précarité menstruelle parce qu'on a envie de s'engager. On a une marque qui s'engage sur faire des dons et lutter contre les formes de précarité. Aujourd'hui, la précarité, elle est multidimensionnelle. Quand une personne est touchée par la précarité alimentaire, c'est une précarité qui retombe aussi sur l'hygiène, sur la menstruelle pour les femmes. Donc, on s'engage sur tous ces produits avec toujours ce concept très simple de une catégorie de produits aide pour une catégorie de dons reliés. Donc, l'alimentaire pour l'alimentaire, l'hygiène pour l'hygiène, le menstruel pour le menstruel. Ah, très intéressant. Et alors ça, c'est une petite révolution aussi sur le marché de la grande consommation, le fait d'avoir une seule marque pour adresser plusieurs catégories de produits, donc y compris des catégories différentes dans l'alimentation, mais encore au-delà de l'hygiène et de l'alimentation. À part les MDD qui font un peu ça, c'est du jamais vu en marque. On se définit même pas, je crois, comme une marque, on se définit vraiment comme une mission ou encore comme un modèle. Être un modèle, ça veut dire que tu sais ce que tu veux faire et après, les moyens en dessous peuvent être très différents. Et nous, les moyens, ce sont les produits. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est de la consommation solidaire. Donc, on a une marque qui s'appelle Ramdan Social, faire du bruit pour lutter contre les formes de précarité. Mais pour autant, quand tu regardes notre packaging, en gros, tout en haut, c'est marqué m'acheter, c'est faire un don. Autant te dire que quand on a commencé à tester les premiers packaging, les consommateurs trouvaient ça génial et les experts marketing trouvaient ça catastrophique parce qu'il nous a dit, il nous expliquait par 1000 exemples qu'il faut absolument mettre sa marque au centre,
la marque, c'est là où il faut capitaliser. Nous, on a dit: «Non, non, c'est la mission qu'on veut, mettre en avant». Et du coup, puisqu'on est une mission, puisqu'on a un modèle de consommation, on n'a pas besoin de rester dans un rayon parce qu'on n'est pas la marque des cookies gourmands, on n'est pas Ramdam, la marque des chips. On est m'acheter, c'est faire un don. Et donc, on est un modèle qui va permettre de, via un achat, que ce soit dans le rayon hygiène, que ce soit dans le rayon alimentaire ou encore demain, que sais-je, des boissons, qui fait un don très concret pour une personne dans le besoin. Et c'est ce souci de maximiser l'impact qui vous a orienté vers une distribution en GMS, j'imagine? Forcément, aujourd'hui, si tu veux avoir un maximum de dons, tu vas automatiquement regarder la GMS. Le deuxième point, c'est aussi que Julie et moi, on a déjà beaucoup bossé dans la GMS. Julie chez Innocent ou Apivore, et de mon côté, par exemple, chez Too Good To Go. Et donc, automatiquement, on a les codes, on sait comment ça fonctionne et on peut aller beaucoup plus vite là-dessus. C'est pas pour autant qu'on reste dans la GMS. À la fin du mois, on lance des réseaux VRAC, comme la tournée par exemple, et on a déjà des distributeurs qui sont en dehors de la GMS qui nous contactent pour nous distribuer. En fait, on se rend compte que tout le monde a envie de participer parce qu'on ne demande aucun compromis à qui que ce soit. Nos consommateurs, ils ont des super produits, très bien produits, avec un don très concret et à prix équivalent ou inférieur, mais aussi nos distributeurs. On leur demande aucun effort sur les marges, on donne les marges équivalentes au rayon, et ils ont à la fois un chiffre d'affaires qui rentre pour faire fonctionner leur magasin, et à la fois cette mission sociale via leur vente de pouvoir aider les personnes dans le besoin. Donc en fait, tout le monde a envie de participer et on lance du vrac ce mois-ci et on a d'autres réseaux qui sont en train de nous contacter pour faire des partenariats. D'autres réseaux qui pourraient être des magasins bio, par exemple? Alors, qui sont des magasins bio, tu as aussi des réseaux de on the go, donc par exemple des machines de Ah vente oui, à emporter. du Euh, vending, comme on dit. Exactement, Mmh. on a un pétrolier, donc tout ce qui est magasin Les d'air aires d'autoroute d'autoroute. qui nous a contactés. Oui, Voilà, ça a beaucoup de sens. en fait, tous les endroits où tu vas consommer des produits qui ne sont pas que alimentaires d'ailleurs, peuvent en fait être intéressés par le fait de vendre un très bon produit de manière massive tout en ayant des dons. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est déjà à plus de 10 000 repas cofinancés par mois alors qu'on n'a que 500 magasins. On a des personnes qui nous contactent et nous disent bah, moi, je représente 800 magasins. Comment est-ce que je peux vous distribuer? Parce que c'est-à-dire que 15 000 repas peuvent être cofinancés juste avec mes magasins par mois. Donc, tu peux avoir très vite un impact massif pour les personnes dans le besoin. Mmh. Là, tu as donné quelques chiffres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, là où vous en êtes du développement? C'est tout récent puisque les produits ont été implantés, il y a quelques mois, quelques Le semaines même? 22 janvier. Le 22 Voilà. janvier, ça a été le premier lancement de nos produits en magasin. On a déjà réussi à financer quasiment 40 000 repas en quelques mois. On est aujourd'hui à plus de 10 000 repas par mois. On se rend compte que ça ne fait qu'augmenter. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, quand les gens nous testent, ils disent, mais en fait, c'est très bon, c'est moins cher, et je vais faire un don à quelqu'un dans le besoin. Pourquoi est-ce que je le ferais pas? Et c'est vraiment ce pourquoi est-ce que je ne le ferais pas qui revient tout le temps quand on parle avec nos consommateurs. Donc, d'un point de vue consommateur, ça fonctionne. D'un point de vue distribution, ça se passe très bien aussi parce que on a fait très attention à s'organiser dès le début pour être très bon en logistique, en production et ne pas créer de rupture pour nos distributeurs. Et les magasins, en fait, sont très intéressés. Et du coup, tous les mois, on augmente de 10, 15, 20% le nombre de nos magasins. Donc ça se passe très bien. On a déjà atteint 400 magasins qui sont en proximité, en supermarché ou en hypermarché. On est chez Carrefour, chez Monop, chez Franprix ou encore chez Leclerc. Et comme je te disais, on est en train de lancer des nouveaux moyens de distribution pour sortir aussi de la grande distribution. Et donc, on va avoir des réseaux vrac qui vont arriver à partir de fin mai. Et donc dans la même logique, j'imagine que le distributeur, il met bien chaque produit dans son rayon référent. Il vous a pas mis les 3 produits quelque part au rayon bio ou au rayon équitable ou je sais pas quoi? Non, surtout pas. Voilà, En c'est fait, là. on a vocation à être au milieu du rayon chips parce que on veut que les gens se disent, bien sûr que je peux aller acheter des très bonnes chips qui sont aussi solidaires. Donc, on veut se mettre en concurrence avec les autres paquets de chips du rayon. C'est surtout ça qui va être intéressant parce que on montre que ce modèle, il est viable et il peut fonctionner. Et pour qu'il soit viable et fonctionner, il faut qu'il soit mis en avant dans son univers. Si tu commences à dire, bah oui, ça fonctionne parce que on vous a donné une super place à l'entrée du magasin, en fait, à long terme, ça ne tiendra pas. Nous, on se rend compte qu'en étant vraiment au cœur du rayon chips, au cœur du rayon sablé,
nos ventes, elles sont aujourd'hui, après seulement 3 mois, quasiment supérieures à des très grosses marques qui sont dans le rayon depuis 5, 10, 15, 20 ans. D'accord. Et dans le modèle, ça fait un peu penser, même si la cible est évidemment différente, à la marque, C'est qui le patron? J'imagine qui vous a inspiré. Est-ce qu'il y a eu d'autres, sources d'inspiration en France et à l'international? Et est-ce que ce type de mouvement, j'ai compris que c'était pas une marque, donc de mission, sociale autour de produits de grande consommation existe dans d'autres pays? On a été évidemment inspiré par C'est qui le patron. On a même eu la chance d'avoir des conseils, des coups de main, des idées qui nous ont été données par C'est qui le patron. C'est une des marques qui, aujourd'hui en France, a prouvé, parce que nous, on essaye de prouver, mais eux, ils ont prouvé que mettre un aspect très solidaire dans un produit tout en étant une réussite commerciale, ça arrive. Et aujourd'hui, ils sont numéro un, je crois, sur le lait, Sur le lait, oui. le beurre, les œufs. Donc en fait, c'est pas anecdotique. Et nous, on veut le faire de la même manière, pas pour les agriculteurs, mais pour les personnes dans le besoin touchées par la précarité alimentaire. On a évidemment beaucoup d'autres exemples, mais très peu en France. On a des marques comme Thank You en Australie qui se développent et qui sont une grosse source d'inspiration aussi pour nous, parce qu'ils travaillent là-dessus. Après, cet aspect aussi marque engagée qui change les choses. Moi, j'ai été beaucoup inspiré lorsque je travaillais chez Too Good To Go parce que c'est ce côté mouvement de consommateurs qui se retrouvent dans leurs envies et qui peuvent très facilement et massivement faire un acte social ou écologique dans le cas de Too Good To Go. Et en fait, on voit que ça marche aujourd'hui. Too Good To Go, c'est présent partout dans le monde, alors que ça a même pas 10 ans. Et tous les mois, tu as des millions de paniers qui sont sauvés pour éviter le gaspillage alimentaire. À nous, c'est l'ambition. On veut que dans quelques années, on soit un modèle de référence où on peut, dans des milliers de magasins, trouver nos produits et faire des dons. Et en fait, on se rend compte que si on arrive à suivre cette courbe de croissance, ça va nous permettre de faire des millions de repas cofinancés, simplement en faisant tes courses. Tout simplement, tout le monde peut aller faire ses courses, acheter des chips, des biscuits salés, faire l'apéro, et en plus, on aura aidé des millions de personnes. Et pour, compléter sur l'ambition, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme objectif de croissance, de développement, à la fois, business, en nombre de personnes, en nombre de, personnes aidées, en pays et cetera? On va rester pendant 1 an et demi encore en France seulement. L'ambition, c'est d'être déjà très bon sur ce qu'on fait, et on a évidemment des endroits où on doit s'améliorer encore. On a envie de toucher environ 2000-2500 magasins en France d'ici 1 an et demi, ce qui te permet de toucher, on va dire, un gros pourcentage de la consommation et donc de maximiser tes dons. Ensuite, l'ambition, c'est d'aller dans les pays frontaliers. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Tu as des pays qui sont francophones ou tu as des pays qui ont des réseaux de distribution assez similaires aux nôtres, et du coup, maximiser les dons, parce que c'est vraiment notre objectif, très rapidement et très simplement. Et tout cela en touchant plusieurs formes de précarité. Donc on a parlé d'alimentaire, on a parlé de la menstruelle, qui est un énorme sujet aujourd'hui, et aussi de la précarité hygiénique. Ensuite, en termes de dons, l'ambition, c'est qu'à 3 ans, on arrive à faire plus de 2 millions de dons, à 5 ans, plus de 6 millions de dons. Donc évidemment, l'ambition, c'est de devenir en fait un contributeur notable aux associations pour leur permettre d'avoir les moyens. Et en fait, aujourd'hui, les associations, elles n'ont plus les moyens. Elles n'ont plus les moyens pour deux raisons. Parce que tu n'as pas assez de revenus pour les associations et ce n'est pas récurrent. Et elles ont énormément de problèmes, entre autres, sur ce côté récurrent. Elles ont besoin d'avoir des prévisionnels, et avec des subventions, elles ne peuvent pas en avoir parce qu'à chaque fois, elles refont des dossiers de subvention, les dons, ils peuvent s'arrêter. Nous, ce qu'on s'engage à leur donner, c'est que on saura d'ici quelques mois, d'ici 1 an, plus ou moins 5% de nos ventes à l'avance. Donc en fait, on pourra leur dire, bah oui, le mois prochain ou le semestre prochain, je sais que je vais vendre plus ou moins 10% de cookies, et du coup, ça va donner ce montant d'aide pour vous accompagner dans vos projets. Ah oui, donc c'est double intérêt d'avoir ce côté un peu prévisible grâce à Exactement. vous. Mmh. Et vous avez imaginé, qui comme, autres associations qui vont rentrer dans votre écosystème là, dans les prochains mois? Alors, on C'est est encore secret en peut-être? train, c'est pas secret, c'est que, étant donné qu'on veut être très transparent, on se met des contrats assez engageants et assez exigeants, ce qui nous permet, nous, d'être assurés d'avoir la transparence totale sur le fait que les repas qu'on va financer vont bel et bien être distribués, parce qu'on a des audits qui nous sont envoyés tous les ans. Et à l'inverse, les associations sont assurées de s'engager
avec une entreprise transparente. Du coup, nous, on s'engage via notre expert comptable à leur donner l'exactitude de nos chiffres de vente, pour leur dire. Et on a évidemment vendu 17 652 paquets de cookies et donc financé le même nombre de repas avec vous. Donc aujourd'hui, on est encore dans la partie où on signe les contrats des nouvelles associations, mais ça sera public très rapidement. D'accord. Vous êtes allé super vite puisque l'entreprise a été créée, je crois, il y a 1 an ou 1 an et demi, c'est ça? Tout à fait. Avec ton associé Julie. Et comment vous êtes financé jusqu'à maintenant? Comment vous avez démarré, amorcé la société? Alors, comme chaque entrepreneur, on a à la fois mis de l'argent de notre poche. On a aussi été accompagné par nos conjoints qui ont eu l'immense gentillesse de accepter cette aventure entrepreneuriale. Donc, c'est un choix qui ne se fait pas juste entre Julie et moi, mais on a aussi engagé toutes nos familles à l'intérieur. Et ensuite, on est allé voir des personnes qui sont pertinentes pour nous accompagner. Ça veut dire qu'on a trouvé des gens avec des expertises en lien avec le projet qui, bien sûr, ont accompagné financièrement parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Il faut financer la production des produits pour pouvoir ensuite aller les vendre. Il faut financer les équipes sur le terrain. Mais ces personnes, au-delà de l'argent, elles nous ont aussi apporté énormément d'expertise. On est allé voir des personnes qui sont tout autour du projet en termes de compétences. Par exemple, on a un ancien président d'une association très connue internationalement qui a toute cette compréhension de l'univers social. On a un ancien logisticien, on a un ancien directeur financier. En fait, c'est toutes ces expertises qui disent bah oui, moi aussi j'ai envie de contribuer en aidant ce projet à grandir, à devenir quelque chose de massif. Donc c'est un système de board d'advisor qui vous suit. Alors, je peux pas dire qu'on soit aussi organisé qu'avoir mis en place un board. Je pense que c'est surtout beaucoup de contacts et d'appels réguliers où en fait ils nous suivent depuis longtemps maintenant et du coup régulièrement on leur envoie de l'information, régulièrement on leur passe des petits coups de fil en disant oula on a un souci là-dessus, est-ce que tu peux nous aider? Et eux aussi en fait parlent autour d'eux, nous trouvent des bonnes idées, des bons contacts et nous mettent en relation. Ok. Tu nous as un peu parlé de ton pédigré, et des groupes par lesquels tu es passé. Je crois que tu as travaillé chez Danone, chez Bell, puis, un de tes derniers postes, c'était responsable des ventes chez Too Good To Go que tu as évoqué tout à l'heure et dans le même temps, tu as créé une épicerie zéro déchet, si mes informations sont bonnes. Exactement. Donc, comment tu as géré, ces différents projets de front? Alors, c'est quand j'étais directeur commercial chez Too Good To Go que j'ai lancé un réseau d'épiceries. Premièrement parce que j'avais des super associés et le deal était très clair dès le début que je ne pourrais pas passer autant de temps sur les 2 projets. Hem Et en plus, c'était vraiment en fait, bien cluster mon temps. J'avais des journées assez remplies chez Too Good To Go et en parallèle, il y avait les soirées, le week-end où je pouvais travailler sur ce réseau d'épiceries. Hem, C'était en fait extrêmement enrichissant pour l'un et l'autre et des jobs parce que comprendre le gaspillage alimentaire m'a permis de comprendre comment est-ce qu'on se stocke bien dans un réseau d'épicerie et comment est-ce qu'on va bien sourcer les produits avec les bons montants, les bonnes quantités de produits. Donc, je pense que les 2 allaient en fait de front, même si les temps étaient séparés. En parallèle de ça, en fait, c'est des projets passion. J'ai toujours bossé dans la food à impact, la food responsable et forcément, c'est beaucoup plus simple de te mettre sur un projet qui t'excite, qui te plaît, qui te donne envie de t'investir, le soir ou le week-end parce que, tout simplement, tu adores les projets. Alors justement, c'est ce qu'on voit bien dans ton parcours, professionnel. Ce qui ressort, c'est l'engagement social, l'impact, en effet, de projets alimentaires. D'où ça te vient cet, intérêt, cette passion pour la food à impact? C'est venu, pendant mes études, j'ai mon frère qui m'a offert un livre, de Mohamed Younous, qui présentait le concept du social business. C'était il y a une quinzaine d'années et Mohamed Yunus qui est un peu l'inventeur, si on peut dire, du microcrédit? exactement, du microcrédit et qui en fait en a fait découler un nouveau concept qui était le social business où l'impact d'une entreprise doit être à la fois sur la pérennité économique, parce que c'est comme ça que tu payes tes employés, c'est comme ça que tu développes ton entreprise, mais et au même niveau l'impact social de l'entreprise. Donc comment est-ce que tu fais en sorte que tu ne sois pas juste là pour vendre des yaourts, mais que ton yaourt il aide vraiment via ton réseau de vendeuses, via l'impact nutritionnel que tu mets dans les produits, etc. etc. Et en fait, ce livre, ça a été une petite révolution pour moi, qui cherchais en tant qu'étudiant ce que je voulais faire, comment je voulais faire et qu'est-ce que j'allais bien servir dans ce monde. Et ça a été en fait
une explication de bah oui, il y a des nouveaux modèles d'entreprise qui sont en train d'émerger. Bah, investis-toi là-dedans et ne fais que ça. Et j'ai eu la chance de ne faire que ça. Chez Danone, justement, je suis allé voir ce fameux projet qui s'appelle Grameen Danone Food au Bangladesh, où j'ai fait 2 ans au Bangladesh et où j'ai appris des tonnes de choses, que ce soit professionnelles ou humaines. C'est le projet de Danone a monté là-bas une usine de yaourts à 2 centimes, enfin des yaourts vraiment très, très Exactement. accessibles, enrichis en plus, en nutriments nécessaires à la population locale. Exactement. En fait, Mmh. ils se sont dit: «On va lancer, un nouveau pays dans le groupe Danone, le Bangladesh», sauf qu'on va pas le faire comme une activité classique capitalistique, mais plutôt comme un social business. Et du coup, à la fois, tu as, des produits qui sont très peu chers, donc même les personnes les plus précaires dans le pays peuvent se le payer. C'est surtout un produit qui est enrichi en micronutriments qui manquent, aux personnes dans le besoin dans ce pays. En fait, là-bas, le coca est moins cher que l'eau et le riz, et les chips sont moins chers que, le lait pour les enfants. Donc en fait, tu vois souvent malheureusement des petits avec du coca et des chips dans la main, alors que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour un enfant. Et donc Danone a créé ce projet avec Mohamed Yunus et l'intégralité des bénéfices de ce projet sont réinvestis pour augmenter l'impact du projet. Du coup, c'est vraiment un cercle très vertueux. C'est exactement ce qu'on essaye de faire avec Ramdam Social. On essaye de faire en sorte que chaque projet qu'on met en place dans l'entreprise, chaque produit qu'on va lancer, chaque nouvelle chaîne qu'on va lancer, puisse apporter du bénéfice, puisse apporter des dons pour les personnes les plus précaires. Et du coup, en fait, j'ai testé ça. Ensuite, je suis revenu chez Bell où j'ai travaillé de la même manière chez Bell Explorer. Donc, comment est-ce que tu crées du business inclusif? Exactement la même chose. Tu as deux missions principales, la pérennité économique et l'impact social. Et ensuite, to go, je me suis rendu compte qu'en fait, ces projets pouvaient démarrer d'une idée et où tu peux scaler très rapidement. En fait, en 3-4 ans, l'entreprise elle est passée de 100 personnes à 1000 personnes dans 15 pays dans le monde. Donc ouais, ces nouveaux modèles, en fait, ça y est, ils deviennent matures et ils fonctionnent. Tu peux nous en dire juste un peu plus parce que je sais que c'est hyper intéressant sur ce que fait Bell, sur l'inclusive business. Je crois notamment, Moyen-Orient et Asie, il me Ouais, semble. tout à fait. Afrique, Asie. En fait, Bell, c'est une entreprise familiale et la famille Fievé, entre autres Antoine Fievé qui est à la tête du groupe, a toujours dit que au-delà de la mission économique de l'entreprise, il y avait aussi la mission sociale de l'entreprise. Et à quoi sert le groupe Bell? Et ils ont répondu évidemment de diverses manières, mais entre autres en créant le département Bell Explorer. Bell Explorer, c'est inventer des nouvelles manières de faire du commerce. Et pour ma partie, on était vraiment sur la distribution inclusive. Ça veut dire comment est-ce que tu travailles avec tes flottes de vendeurs qui sont par exemple en Asie ou en Afrique, qui sont des vendeurs de rue. Parce qu'en fait, le secteur informel dans ces pays est à plus de 90% la réalité économique. Et en fait, il y avait des milliers de personnes qui vendaient de la vache qui rit et qui n'avaient aucune couverture, aucun accompagnement. Et en fait, les vieux modèles marketing étaient bah, on va aller leur filer un t-shirt avec une vache qui rit dessus, merci, au revoir. Et en fait, ça n'avait aucun sens en termes de loyauté à la marque de ces revendeurs et aucun sens en termes d'utilité. Et en fait, on est allé les voir et selon les pays, on a développé des nouvelles utilités sociales. Ça veut dire qu'on est allé les voir et on leur a dit, par exemple, à Madagascar, qu'est-ce que vous auriez besoin? Et les revendeurs, très rapidement, nous ont tous cité une chose qui était la protection sociale. Ils n'avaient aucune protection sociale et c'était un énorme problème parce que dès qu'ils avaient un problème de santé, que ce soit eux ou leurs enfants, ils étaient obligés de vendre l'intégralité de leur stock pour payer les médicaments, payer la consultation. Et en fait, s'ils étaient guéris, derrière, ils n'avaient plus rien et ils n'avaient plus rien à vendre pour regagner de l'argent. Du coup, on leur dit, bah, si vous êtes en train de vendre chez nous depuis un mois, 2 mois, 3 mois, vous allez avoir une production sociale au lieu d'un t-shirt batterie et ça vous permettra d'avoir un accompagnement par un médecin, d'avoir des médicaments payés gratuitement et de l'autre côté, vous l'aurez tant que vous travaillez avec vous. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on confronte ces deux modèles, le modèle économique d'avoir une super flotte de vendeurs engagés et le modèle social pour aider les familles les plus précaires de ces pays. Ouais, très intéressant. Et alors plus largement, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi pour que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité en France? Parce qu'on a parlé, un peu des initiatives, à l'étranger sur d'autres continents, mais vous, votre sujet pour l'instant, c'est la France. Ta vision globale de l'accessibilité et de la gestion de la précarité alimentaire, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment deux choses. Le premier, c'est repenser à consommer localement. On a trop rapidement et trop facilement oublié qu'on a de superbes PME, qu'on a des super agriculteurs qui font des très bons produits
Et en fait, même si on en parle de manière régulière, à chaque fois qu'il y a une crise, en fait, on n'a plus le réflexe de consommer localement et on n'a plus le réflexe non plus de les mettre en avant d'un point de vue pérenne économique. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on parle de consommer local, c'est forcément relié à consommer plus cher ou encore consommer dans des réseaux de distribution qui ne sont pas simples, qui demandent beaucoup de compromis, aller faire ses courses seulement une fois par mois à tel endroit, à telle heure. Donc, je pense qu'il faut changer ce dogme qui est la consommation locale, c'est cher et chiant. Aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'on arrive à faire des très bons produits locaux qui sont distribués massivement un peu partout et que tout le monde peut acheter facilement. Ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième est que des nouveaux modèles de consommation se créent. On l'a vu, on en a parlé avec C'est qui le patron, on le voit avec Too Good To Go, on espère commencer à le voir avec Ramdam Social. On est plein de petites gouttes d'eau qui commencent à montrer que oui, c'est possible, oui, on peut changer les choses, et ce n'est pas pour autant qu'il y aura un compromis à faire par le consommateur. Et donc, en fait, c'est aussi maintenant le rôle des distributeurs, c'est aussi le rôle des consommateurs de montrer que même s'ils n'ont pas de compromis à faire, ils font le choix de ces modes de consommation parce que ça peut avoir un impact massif. En fait, on peut vraiment changer les choses. On est encore trop noué par la réussite économique des entreprises et forcément des boîtes comme les nôtres, si on ne réussit pas à vendre de manière massive, bah forcément on va disparaître parce que nous, par exemple, on s'est donné 2 ans à perdre de l'argent, se dire bah oui, au bout d'un moment, on arrivera à ne plus en perdre et ça deviendra quelque chose de long terme. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité des consommateurs de donner sa chance à ces produits-là lorsqu'ils les apprécient, lorsqu'ils trouvent la mission bien et qu'ils trouvent des produits de qualité. Et en fait, cette responsabilité des consommateurs, mais elle est aussi distributeur. Et nous, on a la chance d'être suivis par des distributeurs comme Carrefour, comme Monop ou Franprix, qui nous donnent des places, qui nous donnent de l'importance, sans forcément nous demander de faire 150 mois de tests avant de pouvoir nous mettre en avant. Elles savent très bien que on a un produit qui fonctionne et du coup, elles nous donnent largement accès au rayon et largement accès au magasin. Est-ce que enfin j'imagine que oui, est-ce que tu as un avis, une position sur les initiatives qui commencent à être expérimentées dans certaines régions, dans certains territoires, sur la sécurité sociale de l'alimentation ou les chèques alimentation, comme on les appelle? On est très concernés parce que nous, la boîte est basée à Bordeaux. Euh, En fait, malheureusement, pour moi, il y a même pas d'avis à avoir. Aujourd'hui, euh, quand nous, on parle avec nos associations comme le Secours populaire de Gironde, en fait, il y a une urgence de la précarité alimentaire qui est énorme, énorme. Une personne sur trois, ça veut dire qu'en fait, tout autour de nous, il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. Donc, les initiatives doivent toutes être mises en avant et je suis assez je valide énormément ce genre d'initiative parce que ça permet aussi de tracer les manières de consommer et d'aller sur de la consommation locale, sur des producteurs locaux. Et en fait, tu peux aller à la fois refaire un lien entre la création de l'alimentation et la consommation, et à la fois recréer un lien avec des produits de qualité. Malheureusement, précarité alimentaire, c'est souvent relié à malnutrition, et c'est pas pour autant que ça doit être automatique. Donc, ce genre d'initiative permet de faire aussi attention à produire et à offrir de la nourriture de qualité aux personnes dans le besoin. Et souvent, ce qui est à l'origine d'une précarité alimentaire, c'est évidemment un pouvoir d'achat, une précarité économique. Est-ce que bien manger, ça coûte cher? Parce que c'est souvent ce qu'on oppose en disant oui, mais bien manger, ça coûte trop cher et les gens qui n'ont pas les moyens, ils peuvent pas bien manger. Évidemment, aujourd'hui, étant donné qu'on a décidé de mettre ce qu'on veut dans nos produits, et ce qu'on veut, c'est pas au sens positif du terme, bien sûr que tu peux avoir des prix qui sont inférieurs, mais par contre, à quel prix en termes de santé? Ça, c'est un vrai souci, ce qui fait que tu vas pouvoir te nourrir pour 1 euro, mais avec des produits, avec de la matière première de très basse qualité. En fait, je ne peux pas critiquer ça parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité pour certains. C'est une nécessité et du coup, le problème, il n'est pas d'avoir ces produits en rayon, il est que des personnes ne puissent pas se rémunérer convenablement. Donc, oui, tu vas avoir des produits qui sont un peu plus chers lorsqu'ils sont faits de manière qualitative. Du coup, il faut accompagner ces personnes à avoir des compléments de revenus. Il faut accompagner ces personnes à vivre décemment de leur travail. Et derrière, eux feront le choix de bien se nourrir. Soyons très sincères, quand nous, on va voir nos associations et qu'il y a des distributions de nourriture, strictement personne ne fait ça par plaisir ou par fainéantise. Tout le monde
lorsqu'il vient faire une demande de nourriture gratuite, c'est très simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Et en termes de fierté, en termes d'équilibre, personne ne le souhaite à qui que ce soit et personne ne le fait par choix. On a pu avoir quelques personnes qui disaient: «Ah, faudrait déjà que les gens ils se mettent à travailler avant de pouvoir venir, avant d'avoir des dons». Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que les femmes, les hommes qui vont, aux banques alimentaires, c'est simplement parce qu'ils doivent nourrir leur famille et qu'ils ont eu un événement qui leur a pas permis, de le faire décemment. Donc c'est malheureusement une situation d'urgence. Nous, on essaye beaucoup d'apporter notre petite pierre à l'édifice, aux associations. On est une solution parmi d'autres, mais pour autant, on espère qu'il y aura beaucoup d'autres solutions qui viendront accompagner. Parce que si on arrive déjà à gérer l'urgence, ensuite ça va permettre aux associations, avec cette prévision de revenus récurrents, de mettre en place d'autres projets comme de la réinsertion, comme de l'accompagnement à long terme et du coup, que les personnes puissent avoir un travail, un logement et en fait revenir dans la société de manière pérenne et se nourrir convenablement. Mmh. Tu as dit tout à l'heure que vous étiez entreprise à mission, bon, ce qui est assez évident et on comprend très bien quelle est votre mission et votre impact social. Est-ce que vous avez réfléchi, à d'autres, leviers d'impact social, à l'échelle non pas de vos produits, mais de votre entreprise? Est-ce qu'il y a une, stratégie, RSE particulière sur, les gens que vous employez, votre intégration dans l'écosystème et cetera? Alors, soyons très honnêtes, aujourd'hui, non. On a beaucoup d'idées, on est trop petit et on a énormément de sujets en ce moment, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. On veut mettre en place des journées de solidarité où nos employés sont payés mais peuvent aller dans des associations pour faire des journées de bénévolat. Pour faire des journées de bénévolat, donc aider l'association, mais aussi se rendre compte de qu'est-ce que veut dire le mot précarité et en fait être beaucoup plus à même de développer des projets qui peuvent aider massivement les personnes dans le besoin, via Ramdam Social ou via d'autres entreprises d'ailleurs. On essaye aussi de faire très attention à ce que chacun de nos employés, quand ils arrivent, même si on est une start-up et qu'il y a énormément de changements de programme, de nouveautés constamment, c'est qu'ils soient bien accompagnés, que ce soit en termes d'assurance santé, en termes de mutuelle, en termes de temps de travail, d'équilibre pro-perso. Donc on fait très attention à ça. Voilà, on essaye de mettre en place des choses à notre échelle, on est tout petit. On espère qu'on deviendra plus gros et du coup on mettra des choses plus innovantes en place, mais pour l'instant on est là-dessus. Et je profite de ton expertise sur les marques à impact, pour te demander si tu aurais d'autres marques ou d'autres entrepreneurs à nous recommander, pour les suivre, qui travailleraient sur des concepts comme ça avec un impact social? Parce que bon, le podcast Culture Nutrition, il donne la parole aux entrepreneurs, qui entreprennent dans la nutrition et dans l'alimentation, et donc ce qui est intéressant dans ton projet, avec ton associé, c'est que vous avez entrepris, effectivement pour une alimentation qui soit bonne pour le goût, bonne pour la planète, mais aussi et surtout bonne pour la société. Donc, est-ce que, tu as d'autres benchmarks comme ça à nous partager? On en a plein et on en discute beaucoup avec toutes ces entreprises pour avoir énormément de conseils, d'infos. Sur l'aspect handicap, tu peux avoir Fier ou encore Café Joyeux qui réinsère professionnellement les personnes en situation de handicap. Tu vas avoir aussi des entreprises, des PME productrices comme par exemple Loubio, qui est un de nos producteurs dans le sud-est, pardon, qui fait à la fois des produits bio et à la fois locaux et qui met énormément de proximité entre leurs agriculteurs autour de l'usine et leur manière de produire. Je pense que tu peux avoir aussi tout ce travail sur l'accompagnement autour de la food, des commerceaux, des Too Good To Go qui en fait repensent le gaspillage alimentaire. Et enfin, tu peux aussi avoir des entreprises qui sont vraiment dans le côté en fait production de qualité via des nouvelles manières de produire. Je pense par exemple à Circuleg qui utilise les coquilles d'œufs et qui essaye vraiment de se projeter sur une nouvelle manière de se nourrir, ou encore des rebelles très différents, mais qui font des sucettes sans sucre. Un des premiers problèmes des bonbons, et du coup, mettre en fait en place des super bons produits sympas à déguster, mais sans aucun sucre, ça permet de repenser aussi d'autres problèmes de santé. On peut citer aussi la marque Quignon, je ne sais pas si tu les connais? Ouais, bien sûr. Qui Ouais, font des, avec un K. avec qui luttent contre le gaspillage alimentaire pour réinsérer les personnes en situation de handicap qui sont à Nantes, qui font des super produits aussi.
Ouais, c'est ça. Donc, on retrouve le triple impact pour le goût, pour la société et pour la planète. Tout à fait. Donc, c'est hyper intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup, Luc Olivier, pour tout ce partage et puis l'originalité de votre initiative. On arrive dans les dernières minutes du podcast. J'ai une dernière question que je pose à chacun de mes invités. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que toi, tu as réalisé d'impossible? Ah, je pense créer cette marque, tout le monde nous a dit lorsqu'on l'a lancée, mais c'est impossible, vous allez être beaucoup trop cher, vous allez faire des produits en Pologne pour réussir à tenir les prix, ou bien bah, de toute façon tout le monde s'en fout et les distributeurs ils vous donneront jamais de place. Et je pense qu'on s'est vraiment dit, bah, c'est impossible, allons-y, on verra bien. Et tout le monde s'est dit, bah oui, en fait, ils ont l'air motivés, ils ont réussi à passer les étapes. Bah, en fait, oui. Et petit à petit, on a ouvert toutes ces petites portes les unes après les autres, pour au final aujourd'hui être dans 400 magasins, avoir fait 40 000 repas cofinancés, et se dire que on est contacté par plein de distributeurs pour mettre nos produits dans leur rayon. Donc en fait, je pense que c'est un mantra qu'il faut garder toute sa vie. Si, s'il semble que c'est impossible, bah allons-y, puis on verra bien. Et au pire, on aura appris plein de choses. C'est une très belle conclusion qui est complètement en phase avec cette citation qui est justement le mantra du podcast et le mantra de Nutrikeo. Hyper intéressant. Bah, écoute, merci encore pour ton temps et nous avoir illustré très concrètement que oui, c'est possible d'innover de façon différente dans l'alimentation, y compris sur des produits vraiment de très grande consommation et tout en ayant un impact maximal. Vous avez choisi le social, mais d'autres choisissent d'autres créneaux comme les filières agricoles avec C'est qui le patron qu'on a également évoqué tout à l'heure. D'autres choisissent plus la santé. Voilà, mais c'est hyper intéressant de voir quel est tout le modèle que vous avez créé autour de votre initiative. C'est hyper innovant et je pense que ça peut donner de l'inspiration à beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Donc merci beaucoup pour tout cet échange. Merci à toi. Bonne journée. Ouais, très bonne journée et merci et à très bientôt Luc Olivier. Et je dis également au revoir et merci à tous les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode et les autres qui le précèdent autour de vous pour faire connaître le podcast Culture Nutrition. Et n'hésitez pas également à mettre des notes et des commentaires sur vos plateformes de streaming préférées. Merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.